Amis sportifs, bonsoir, vous êtes sur Canal 7 et vous regardez votre émission 7 Sport. 7 Sport, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires, des acteurs de ces différentes disciplines. Au sommaire de 7 Sport, aujourd'hui, nous parlerons des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se jouera au Gabon. Il sera également question du mondial des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Nouvelle-Zélande, mais également du mondial féminin qui se joue au Canada. 7 Sport, c'est calé. 7 Sport, c'est maintenant. Sur ce plateau, avec moi, comme d'habitude, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Willy. Comment vas-tu, Michel? Merveilleusement bien. Ben, ça se voit, Michel. Toute belle, bien coiffée pour l'émission qui nous réunit tous les lundis à 20h35. Comme on l'a accoutumé. Ben, et c'est un plaisir pour nous de retrouver nos chers téléspectateurs qui sont fidèles à notre émission. Et qui sont toujours là parce qu'on sait qu'ils nous regardent actuellement. Mais aussi sur ce plateau, Mamadou Niang du service des sports, lui aussi, le consultant permanent de l'émission 7 Sport. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Louis. Comment vas-tu, Mamadou? Très bien. Ça se voit, Mamadou. Là aussi, beaucoup de forme, Mamadou. Oh, en pleine forme. Avec toutes ces rencontres des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique de 2017, les stades africains ont été en effervescence ce week-end. Oui, qui lance la compétition en direction de Gabon 2017. Ouais. Et avec tous ces matchs qui vont faire vibrer tous les adeptes du football pendant quelques mois. Nous serons bien servis. Alors, nous commençons bien sûr avec ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Nous allons nous intéresser à la rencontre du groupe I entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, parce que tout simplement c'est la Côte d'Ivoire qui recevait, vu que cette rencontre devait normalement se jouer en Côte d'Ivoire, mais les stades ivoiriens étant en réfection, la rencontre allait se jouer à Libreville au Gabon. Score final de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, 0 but partout. Nous allons regarder les images de cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, et les panthères du Gabon. Très belle rencontre. C'est vrai qu'au finish, on n'a pas eu droit au spectacle qu'on voulait bien. Il n'y a pas eu de but, mais les deux équipes, Mamadou Niang, se sont jetées à corps perdu dans la rencontre pour essayer de gagner, même si, on le sait, c'est une rencontre dont le résultat ne veut pas compter, d'autant plus que le Gabon est le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Même si le résultat ne compte pas, on a vu quand même de très belles équipes, surtout des équipes qui ont pratiqué le football offensif. C'est un peu dans l'esprit du football gabonais, des Panthères. C'est une équipe qui va tout le temps de l'avant. La Côte d'Ivoire également, c'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui va de l'avant. C'est un nul 0-0. Quand on entend 0-0, on pense que ça a été un mauvais match, mais c'est un 0-0 quand même qui a été... au cours duquel on a vu beaucoup de positifs, des équipes qui ont cherché à aller de l'avant à chaque fois qu'elles ont pris le jeu à leur compte, elles ont cherché à aller de l'avant, à chercher à marquer un but. Et ça a donné un beau spectacle pour tous ceux qui s'étaient déplacés au stade d'Angondje et ceux qui ont également suivi le match à travers la petite lucarne. Bon, voilà Mamadou, le Gabon, on l'a vu au cours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est jouée en Guinée équatoriale, gagné un seul match contre le Burkina Faso lors de sa rencontre inaugurale. Ensuite, il y a eu cette défaite face à la formation du Congo et une autre face à l'équipe de la Guinée équatoriale qui était le pays hôte. Mamadou Niang, une équipe gabonaise qui jusqu'à maintenant n'a pas réussi à faire un résultat positif depuis cette victoire contre le Burkina Faso. La défaite encore la semaine dernière en amical contre le Niger. Et là, le match nul contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui un tout petit peu ces contre-performances, même si on sait que bon, un match nul à 0 but partout contre le champion d'Afrique n'est pas rien. Bon, je crois que c'est une équipe qui est en reconstruction. Depuis la CAN 2012, on a dit, quand Georges Costa évolue, il a cherché à reconstruire autour de quelques éléments qui étaient là. Et puis ensuite, avec des jeunes également qui arrivent, la contre-performance en Guinée équatoriale avait surpris tout le monde, d'autant plus que pendant les éliminatoires, l'équipe avait fait de très bons matchs pendant les éliminatoires. Elle s'est plantée en phase finale, parce qu'en phase finale aussi, il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de métier. Par moments, ils ont manqué d'expérience, ils ont manqué de métier, surtout après la première victoire, quand ils ont gagné. Certains ont cru... Après le premier match contre le Burkina, certains ont cru que c'était arrivé. Par la suite, l'équipe s'est plantée. Je crois que
ils sont dans la même lancée de reconstruire une équipe en direction de 2017. Il y a eu 2 matchs de préparation contre le Niger et ensuite tout dernièrement. Je crois que le match nul contre la Côte d'Ivoire a permis aux téléspectateurs et aux spectateurs de voir quand même que quelque chose est en train de se mettre en place. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée, on devrait avoir une bonne équipe en 2017. Michel Yoi, vous étiez au stade hier pour regarder cette rencontre. Le public est venu nombreux pour soutenir l'équipe nationale du Gabon, du côté du stade de l'Amitié, donc c'est à Angoundjé. Comment vous pouvez expliquer cette rencontre et surtout, comment vous pouvez expliquer le manque d'efficacité de l'équipe gabonaise dans cette rencontre? Parce que quand même, on sait qu'il y avait Malik Evounan qui a terminé meilleur joueur, meilleur buteur au Maroc avec le Wydad de Casablanca et Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait des merveilles avec le Borussia Dortmund cette année. Il y a eu comme ce genre de malentendu entre ces joueurs qui n'ont pas trouvé la carburation pour faire la différence hier. Willy Tounongoy, merci. Déjà, il faut féliciter la formation. Non, pas la formation. Didier Ovonon, le gardien de but des Panthères du Gabon, qui a fait preuve d'expérience, qui a fait preuve de grandeur parce que ce gardien de but a sauvé à plusieurs reprises les goals de la formation gabonaise. Donc il a fait, pour moi, c'était même l'homme du match. Il a fait une très belle prestation. Il a prouvé combien de fois il avait de l'expérience, de la maturité dans le domaine footballistique. Autre chose, c'est que ça n'a pas été totalement mauvais, pas du tout. Il faut comprendre que s'il y a eu des petits manquements, ça a trait évidemment au retour des vacances. Il y a plusieurs joueurs qui reviennent des vacances. Et qui ont eu des championnats assez relevés, assez rudes. Donc du coup, quand ils arrivent, il y a ce problème, ce petit problème de fatigue qu'ils accusent. Voilà. Mais entre autres, ça a quand même été une belle prestation. C'est vrai, le Gabon, à des moments, est rentré dans cette phase-là de perte de balle. Il y a eu un peu d'individualisme. Beaucoup d'imprécisions surtout. D'imprécisions, bon voilà. Donc ça, ce sont des petites choses qu'on peut régler, ce sont des petites choses qu'on peut arranger. Mais j'ai une certaine inquiétude parce que, certes, comme le disait tantôt Mamadou Niang, ce sont des matchs de préparation parce qu'il n'y a pas d'enjeu, évidemment, que le Gabon est déjà qualifié pour la CAN 2017. Mais je pense que Georges Costa, en impliquant également les joueurs locaux, peut faire une bonne affaire. C'est-à-dire que là, à ce niveau, on est en phase de préparation. Et qui dit préparation dit roder tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs doivent être c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et jauger le niveau de jeu de tout un chacun. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Maintenant, à cela, on joue l'agréable en organisant, pourquoi pas, parce que Costa ne doit pas seulement se contenter des éliminatoires, mais il doit également organiser des matchs amicaux, c'est-à-dire entre les Panthères et les joueurs locaux pour pouvoir détecter encore des meilleurs joueurs et faire par la suite une confusion, une fusion autant pour moi des deux catégories. Donc du coup, avec les joueurs locaux et les internationaux, je pense qu'on fera une bonne affaire. On aura une bonne ossature type pour la CAN 2017. On aura peut-être, ou le Gabon aura une équipe capable d'atteindre les demi-finales, quand on sait bien sûr, Mamadou, que le meilleur niveau de cette formation gabonaise en phase finale de Coupe d'Afrique est un quart de finale. Et qu'aujourd'hui, donc l'objectif premier serait de pouvoir franchir ce cap pour pourquoi pas jouer la finale et même la gagner, parce que tout est possible. Alors Mamadou Niang, peut-être pour finir une bonne fois pour toutes avec cette rencontre, parce qu'il y a d'autres rencontres qui seront également jouées sur les différents stades du pays. On a vu une équipe gabonaise, c'est vrai, un tout petit peu timorée, qui n'a pas... Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'enjeu dans cette rencontre qu'on a vu une équipe qui ne s'est pas vraiment jetée à fond dans la rencontre, parce qu'on a senti des joueurs un peu nerveux et aussi, même si Ovono, comme disait Michel tout à l'heure, a été excellent, mais dans l'ensemble, c'est une équipe gabonaise qu'on n'a pas reconnue en tant que telle, même si elle s'est procuré quelques très belles actions de but. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est une équipe en reconstruction. Quand tu rencontres la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, tu ne peux pas manquer de motivation. On ne peut pas dire que les joueurs n'étaient pas motivés hier. Et quand tu es également devant ton public, au contraire, les joueurs sont motivés, ils étaient très motivés pour
battre la Côte d'Ivoire, battre les champions d'Afrique. Ça, c'est une motivation supplémentaire. Et il ne s'agit pas, on n'a pas besoin de faire un discours autour de ce match-là pour motiver les joueurs. Maintenant, c'est une équipe en reconstruction, ils sont en fin de saison. Il faut reconstruire. Vous avez par exemple la charnière centrale, c'est Apinangoy qui est revenu avec Brilo et Kolimanga. Moussavou n'est plus là. Au milieu du terrain, Lévi Madinda était sur le banc. Ibrahim Ndong n'est pas là, alors qu'on avait l'habitude de voir au milieu du terrain donc Ibrahim, Lévi et Poko. Oui. Quand sur les trois, il y a les deux qui manquent, forcément, sur le plan du jeu, sur le plan de la cohésion, de la remontée de ballon, on a des problèmes. Ensuite, on a senti aussi que Malik Evouna n'était pas dans le coucou hier. C'est quelqu'un qui a l'habitude de fatiguer la défense adverse, de jouer, de poser de tout son poids sur la défense adverse. On l'a vu sur quelques actions sporadiques en début de match, mais après, il s'est complètement éteint. Ensuite, Pierre-Emerick, qu'on a l'habitude de voir. Qui a joué en essuie-glace hier, mais qui ne sait vraiment pas... Je pense que le gros chantier de Costa, c'est également de revoir un peu son organisation. Parce qu'on sait que le Gabon joue en 4-3-3, mais il peut arriver des matchs où tu es obligé de jouer en 4-4-2, de gonfler au milieu de terrain. Donc il va falloir essayer dans tout cela, dans les matchs de préparation, changer un peu de système de jeu, changer les hommes. Ce n'est pas toujours Pierre-Emerick à droite, ensuite Boulot à gauche, et puis ensuite Malik. Il peut y avoir il peut se retrouver avec Pierre-Emerick avant-centre, avec Malik, avec peut-être des excentrés. Il peut retrouver également avec un système de jeu avec un 3-5-2. Donc c'est au cours de ces matchs de préparation en direction de 2017 qu'ils doivent pouvoir essayer beaucoup de systèmes de jeu. Ouais. Là, je pense que le chantier est large. Ensuite, comme l'a dit Michel, profiter beaucoup également du championnat local avec les joueurs locaux qui sont ici. Moi, j'aimerais bien voir comment il s'appelle Edmond Mouélé sur le côté droit. Ouais. C'est un jeu de l'expérience. On sait qu'il a été très brillant lors de la CAN de 2012. Alors tout de suite, les résultats dans cette poule I. Je rappelle que le Soudan, qui est dans la même poule que le Gabon et la Côte d'Ivoire, s'est imposé 1-0 devant la Sierra Leone. Vous aurez tout de suite l'occasion, ou encore juste après, de regarder ou de voir, d'apprécier les tableaux récapitulatifs de cette journée. Mais pour l'instant, nous allons écouter le coach ou encore le joueur des Panthères du Gabon, Ekwele Manga, au sortir de cette rencontre. Comme on dit, le plus important, c'est toujours la vie extérieure. Mais nous, sur le terrain, on pense qu'on a quand même fait un bon match. Après, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais après, voilà, on va retenir ce qu'on a fait de bien et puis essayer de voir avec les entraîneurs et voir ce qui n'a pas marché. Après, le discours du coach était très simple. Il nous a demandé de jouer au ballon, commencer à le faire, et puis se lâcher, rester concentré. Et puis, après Bruno Ekwele Manga, le défenseur central des Panthères du Gabon, nous allons écouter cette fois-ci le coach intérimaire de la formation ivoirienne. On fait dans l'ensemble une bonne partie. Après, vous l'avez dit, c'était une équipe qui n'était pas composée des habituels joueurs. Je pense que vu les conditions dans lesquelles on a préparé le match, on est beaucoup plus avidant, beaucoup de péripéties qui n'étaient pas forcément en notre faveur. Ils ont réussi à se mettre au-dessus de tout ça. Ils étaient très combatifs, ils sont bien battus. Je pense que dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. À l'instant, Ibrahim Kamara, le coach intérimaire de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous allons tout de suite passer au tableau récapitulatif de tous les résultats de ces rencontres comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Alors, vous avez les résultats devant vous. Eh bien, on peut voir tout de suite, Mamadou, que dans le groupe A, eh ben, c'est tout simplement cette formation de la Tunisie qui s'est imposée 8 contre 1 face à l'équipe de Djibouti. Le Togo, lui, s'est imposé difficilement 2-0 devant le Libéria. Très très belle victoire. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo s'est imposée 2-1 devant Madagascar. L'Angola a fait la différence 4-0 devant l'équipe de Centrafrique. Dans le groupe C,
RDC, la Guinée équatoriale et le Bénin ont fait match nul en but partout, tandis que le Mali s'est débarrassé du Soudan à 2-0. Dans le groupe D de ces éliminatoires, le Burkina Faso s'est imposé tranquillement 2-0 devant le Comore. L'Ouganda a fait la différence 2-0 devant le Botswana. Et dans le groupe E de cette première journée des éliminatoires, eh bien vous avez tout le tableau qui s'affiche devant vous. Le Congo qui s'est imposé 1-0, qui a fait match nul un but partout avec le Kenya. La Zambie et la Guinée-Bissau ont fait match nul 0 but partout. Et bien sûr que dans le groupe F, eh ben, nous avons les résultats. Vous avez le résultat parce que nous avons du mal également depuis cette table à pouvoir regarder et puis donner avec précision ou lire avec précision tous les résultats de cette première journée des contemporains, les éliminatoires de la CAN 2017 qui se jouera bien éventuellement au Gabon. On en finit, Mamadou, avec... bien sûr, ces éliminatoires. Oui, Michel? Oui, Willy, justement, avant de boucler cette phase des éliminatoires, cette première partie, évidemment, je voudrais revenir sur la conférence de presse. Vous allez remarquer, lorsque vous avez suivi la conférence, que c'est le vice-capitaine Bruno Ekwelemanga qui a finalement intervenu au compte des Panthères du Gabon. Mais je pense qu'il y a eu un petit incident hier. Bon, on va le mettre au compte de la fatigue, hein, ou bien je ne sais pas, parce que nous n'allons pas nous avancer, d'accord, pour ce qui est arrivé hier. Mais il s'avère que Georges Costa a refusé de se plier, n'est-ce pas, à se soumettre aux questions de la presse, ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, entre griffes, il se pourrait que juste après la rencontre, juste après le match, Pierre-Emerick est reparti pour l'Europe. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'il ne puisse pas prendre part à la conférence de presse? Quant à Georges Costa, est-ce que c'est qu'il n'a pas été informé ou alors c'est tout simplement qu'il préfère rester sous réserve? Ce sont des questions qui commencent Michel, il faudrait quand même plusieurs observateurs. Préciser tout simplement que... Mais je pense qu'il y a eu un certain manque de respect envers la presse parce que finalement, c'est Bruno Ekwelemanga, chapeau d'ailleurs à lui, qui est toujours resté un homme modeste et humble, qui va finalement venir intervenir. Or, en ce qui concerne les problèmes techniques et tactiques, ce n'est pas à Bruno Ekwelemanga à qui il fallait s'adresser. Donc, du coup, je me dis, c'est un exercice auquel il faut se soumettre tout le temps en face de la presse et que je pense qu'à l'avenir, la formation gabonaise le comprendra. D'accord, Michel. Mais là aussi, il faudrait, comme tu viens de le dire tout à l'heure, certainement un peu de fatigue et c'est un résultat qui ne suivent pas parce que le Gabon a été victorieux pour la dernière fois au Gabon, ça fait quand même très longtemps. Non, mais je crois que c'est prévu par le règlement. Bien sûr. Le règlement prévoit qu'obligatoirement, il faut une conférence de presse avant et après le match. Oui. Bon, si vous ne vous soumettez pas à ce règlement-là, vous risquez d'avoir des sanctions. Donc, c'est compliqué. C'est pas surprenant de ne pas entendre des sanctions à l'endroit de l'entraîneur et du capitaine. Ensuite, ce que je retiens de ce premier tour, c'est un peu les équipes dont on disait qu'elles sont du bas niveau. C'est les équipes qui jouent pratiquement les préliminaires avant d'accéder au tir final, comme la Mauritanie qui a accroché le Cameroun jusqu'à la dernière minute. J'ai suivi le match, le Cameroun a marqué son but à la 90e minute. La Zambie qui est tenue en échec par la Guinée-Bissau, 0-0. Ensuite, vous avez Madagascar qui est battu difficilement par la RDC. C'est des équipes qui étaient en Coupe d'Afrique. Donc, c'est dire qu'un peu partout en Afrique, on assiste quand même à des progrès au niveau des équipes, surtout dites petites. Quoi. Mais d'accord. Alors Michel, je crois que les responsables du football gabonais vous ont entendu et que prochainement, ils viendront aux conférences de presse. Bien sûr, et surtout que ça s'est fait sous les yeux de la presse internationale aussi. Il n'y a pas de problème, je pense bien. Georges Costa nous entend et bien sûr certains de ses joueurs, mais nous retenons tout de même que Bruno Ekwelemanga était bel et bien au cours de assister à la conférence d'après-match. Nous allons poursuivre cette émission pour parler du mondial des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Nouvelle-Zélande. Mamadou, là, c'est tout simplement l'Afrique
qui en ce moment fait un résultat plus que satisfaisant. Ce sont deux équipes africaines qui sont qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit bien sûr du Sénégal et du Mali. C'est une très bonne nouvelle pour le continent africain de savoir que deux équipes sont aujourd'hui au stade des demi-finales. Et c'est une première pour le Sénégal qui réalise là un parcours excellent, même si on sait que c'est une équipe qui a été repêchée comme meilleure troisième lors de la phase des poules. C'est une très bonne chose pour le football africain. Comme je l'ai dit dans l'émission passée, les équipes chez les jeunes, les Africains n'ont rien à voir aux équipes européennes ou bien aux équipes sud-africaines. Tout est question d'encadrement et de suivi. On a vu que les équipes du Mali, du Sénégal sont là, le Nigeria pouvait être là, le Ghana pouvait être là. En fait, la surprise un peu, c'est l'élimination du Nigeria et du Ghana qui avaient l'habitude plutôt de bien se comporter dans ces éliminations. Ça veut simplement dire qu'au niveau de l'Afrique également, il y a un nivellement des valeurs et que le football africain à ce niveau progresse. Maintenant, quand on arrive en demi-finale, c'est qu'on a des armes pour aussi accéder en finale. Je pense que c'est une très bonne chose pour le football africain. Une bonne publicité aussi pour ces équipes-là. Je parlais la fois dernière des centres de formation. Ouais. Quand on fait attention, on sait également que c'est des pays qui ont de très bons centres de formation. Au Sénégal, vous en avez 4. Vous avez l'Institut Gamba, vous avez Génération Foot, vous avez Dakar Sacré-Cœur, vous avez une autre Aspire. Oui. Au Mali, vous avez le centre Salif Keïta, qui est à la cité du Niger, donc qui produisent de très bons joueurs du championnat. Je pense que si en Afrique on arrive à avoir de très bons centres de formation, on pense bien qu'un jour l'Afrique gagnerait certainement une Coupe du Monde. Nous allons regarder tout de suite comment les Sénégalais et les Maliens se sont qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Nouvelle-Zélande. Dans ce reportage de Sénégal et on se retrouve pour continuer à parler, bien sûr. Mali ont réalisé une grosse performance en se qualifiant en demi-finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans ce dimanche en Nouvelle-Zélande. Aux prises avec la formation d'Ouzbékistan, les Lionceaux se sont imposés sur la marque de 1-0. L'unique but a été inscrit par l'attaquant Mamadou Thiam à la 77e minute. Le Sénégal retrouvera en demi-finale le Brésil, vainqueur du Portugal. C'est la première fois qu'une équipe sénégalaise atteint le carré d'as d'une compétition mondiale. Les Aiglons du Mali ont réalisé l'autre sensation des demi-finales en éliminant l'Allemagne à l'issue de l'épreuve des tirs au but sur la marque de 5 tirs au but à 3. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout, à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Le Mali affrontera en demi-finale la Serbie, vainqueur des États-Unis. Avec 2 représentants sur 4 au tableau des demi-finales, l'Afrique prouve encore une fois que son football peut rivaliser avec les meilleurs de la planète foot. Mamadou qui précise que avec un 2 sur 4 des équipes placées dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, l'Afrique a fait un bon parcours, mais il reste encore ces demi-finales et peut-être la finale. On s'attend bien sûr à des grosses rencontres côté africain surtout. Oui, tu sais qu'en Afrique, les joueurs marchent surtout au moral. Il suffit quand tu joues, quand tu gagnes et puis tu espères aller toujours de l'avant. Eux, maintenant, ce qu'ils visent, que ce soit les Maliens ou bien les Sénégalais, c'est une place en finale. On sait que c'est 90 minutes ou bien 120 minutes ou bien aller au tir au but. Donc, tu vas te dire que quand tu réussis à accéder à ce niveau de la compétition, il n'y a pas de complexe à ce niveau. Il faut continuer à y croire. Et peut-être retrouver le Mali et le Sénégal en finale. En finale, ce sera deux équipes africaines en finale de Coupe du Monde. Ça va être une première. Ça va être une très grande première même. D'accord. Michel, on va parler de football féminin parce qu'on sent que Michel le ronge son frein. Et là, nous parlons de la Coupe du Monde féminine qui, elle, se joue au Canada. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas pu faire le poids devant leur homologue du Japon, champion du monde en titre, ce samedi 13 juin au stade de Vancouver au Canada, où se déroule bien sûr le mondial féminin. Après leur fructueuse première sortie contre l'Équateur, elles ont plié les chines devant le Japon sur le score de 1-2 à l'issue de la deuxième journée. Les 3 représentantes africaines, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun, affichent un bilan négatif avec 4 défaites, 1 victoire et un match nul. Les Nigérianes, championnes d'Afrique en titre,
ont enregistré un nul et une défaite et courent toujours après leur première victoire, alors que la Côte d'Ivoire, avec 2 défaites en 2 matchs, est déjà éliminée du second tour. Seul le Cameroun, avec 1 victoire et 1 défaite, a encore de grosses chances d'accès au tour suivant. Nous allons regarder enfin ces images de la rencontre entre le Cameroun et le Japon, une équipe camerounaise. Michel, là on va parler avec Michel parce que c'est le football féminin, on va faire honneur aux femmes. Les Camerounaises ont gagné leur premier match et puis là ils s'inclinent face au Japon. On espère bien que c'est une équipe camerounaise qui va revenir et qu'il suffit d'une victoire à cette équipe pour franchir le second tour. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette équipe du Cameroun que vous connaissez bien, Michel? Cette formation camerounaise est une grande équipe. Et je dirais même que c'est une équipe qui surprend. Parce que, comme vous-même vous le savez, le football féminin est en chantier, le football féminin est en pleine reconstruction. Donc, qu'on ait un pays africain comme le Cameroun qui essaye de tenir, c'est déjà très bien. Et encore qu'on ne vendait pas très cher la peau du Cameroun. Voilà, justement, on on voyait beaucoup plus le Nigeria, merci Mamadou. Donc, du coup, cette sortie surprenante, j'ai dit félicitations quand même à cette formation camerounaise. Maintenant, après, vous savez, c'est une compétition de très haut niveau. Donc, on ne va pas trop demander à cette équipe camerounaise, aux Lions indomptables. Ouais. Mais ce que je sais, c'est qu'elles restent sereines. Et elles sont capables de tout. Elles sont capables de tout. Actuellement, elles sont concentrées, elles restent sereines et elles sont déterminées à aller plus loin, à aller de l'avant. Bon, en ce qui concerne la formation ivoirienne, écoutez, c'est un baptême de feu. De toute façon, il faut bien... tout le monde ne peut pas arriver... on ne va pas revenir sur le score. Voilà. Donc, non, en fait, c'est pour dire que de toutes ces équipes, le plus important, c'est qu'on ait au moins, d'accord, un représentant au niveau mondial. Donc, si on surtout a déjà, au niveau du dernier carré, ça c'est très important pour franchement, les équipes africaines. pour moi, Willy, si le Cameroun franchit, d'accord, le seuil des demi-finales, bah bravo, du deuxième tour, autant pour moi, bah bravo. Mais sinon, à ce niveau, elles ont beaucoup fait. Elles ont même créé un effet de surprise. On n'attendait pas le Gabon à ce niveau de la compétition, Michel? Le Gabon, pour le moment, on est encore loin d'atteindre ce niveau. Ah, mais pourquoi, Michel? Tout simplement parce que le Gabon est en chantier, le Gabon est dans la relance du football féminin. On ne va pas revenir sur ça. Il faut bien qu'on ne revienne pas là-dessus parce que sinon on y passerait à la nuit. C'est la réalité. Merci Michel pour ces analyses sur cette équipe du Cameroun qui s'est inclinée après son deuxième match. En ce qui concerne bien sûr la Coupe du Monde féminine, on croit en cette formation camerounaise, Mamadou, il va falloir à cette équipe une seule victoire pour pouvoir se qualifier. On peut compter là-dessus, Mamadou? On peut compter là-dessus, mais j'abonde dans le même sens que Michel, parce que j'ai suivi le match contre le Japon. Elles ont été menées 2-0, elles sont revenues à 2-1. Ensuite, elles ont eu 2 à 3 opportunités de revenir à 2-2. Sur le plan du jeu, sur le plan du volume, du contenu, pratiquement, elle n'avait rien à voir en vue aux Japonais. Ça s'est gagné sur l'expérience, sur un peu l'efficacité. Ouais. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui pour le football féminin africain, c'est que tous les pays travaillent dans ce sens-là, dans le football, pour la relance du football féminin, d'autant plus que la FIFA et la CAF allouent une subvention de 250 000 $ pour le football féminin. Chaque fédération africaine reçoit chaque année 250 000 $ pour les compétitions. Donc, il faudrait que les fédérations mettent l'accent sur ça, prennent ces 250 000 francs, non, c'est 250 000 $, qui les allouent au football féminin, qu'il y ait des championnats, qu'il y ait aussi des tournois, pour que ces équipes-là puissent progresser. Mais si, par exemple, les 250 000 $ sont utilisés autre que pour le football féminin, bon, on continuera à végéter comme ça. Mais je pense que l'Afrique est sur la bonne voie. Et le football féminin se fera un nom dans quelques années aussi. Ben voilà, donc le football féminin n'est plus à des années-lumière de l'Europe, Mamadou, parce qu'il y a quelques semaines, Mamadou disait qu'il y avait un fossé, assez important entre le football féminin européen et celui de l'Afrique. Mais je pense bien que dans quelques années, comme disait Mamadou, si les fonds alloués au football féminin sont
utilisé à bon escient. Je pense bien que dans 2, 3, voire 4 ans, Mamadou parlait de 15 ans, 20 ans. Bon, ben, écoute, on va revenir à 10 et qu'à chaque émission, nous allons descendre jusqu'à ce que... Bon, voilà. Donc, nous allons poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci, Mamadou, de l'élection à la tête de la FIFA, parce que Blatter avait donc posé sa démission après avoir gagné cette élection il y a quelques semaines. Alors, l'élection pour la présidence de la FIFA attire décidément certains grands noms de l'histoire du foot. Alors que Luis Figo, Diego Maradona ou encore Michel Platini sont déjà ou seront peut-être sur la ligne de départ, en tête de liste ou non, c'est également l'intention de Zico de viser la succession de Sepp Blatter. À 62 ans, l'ancien milieu de terrain offensif brésilien a participé à une conférence de presse ce mercredi dernier pour évoquer sa candidature. Une candidature soumise quand même à un changement dans les règles de la FIFA. Pour Zico, le fait de pouvoir se présenter ne doit pas être soumis à un parrainage par 5 fédérations nationales. C'est comme ça que ça commence, dit-il. La corruption, bien sûr, Mamadou. Alors, Zico, candidat pour la présidence de la FIFA, l'ancien joueur brésilien qu'on surnommait le Pelé Blanc, est-il aujourd'hui assez... on peut penser que c'est l'homme de la situation pour pouvoir prendre la tête de la FIFA? Je ne peux pas être affirmatif parce que je n'ai pas vu Zico évoluer dans les hautes sphères du football mondial. Parce que là, il faut vraiment faire son apprentissage, faire aussi ses pas. Au niveau du Brésil d'abord, ensuite au niveau de l'Amérique du Sud. Oui. Mais comme vous le savez, hein, c'est la présidente de la FIFA, ça aiguise des appétits. C'est un poste que tout le monde veut avoir, mais que c'est pas facile d'avoir. Il y aura beaucoup de candidats. Il y a Zico, il y avait... Il y a Maradona on parle de Maradona, on ne parle plus du prince. Mais Maradona, Serra lui disait qu'il voulait être l'adjoint ou le second du prince Ali de Jordanie. Oh ouais, il disait qu'il voulait être l'adjoint du prince Ali. On ne parle plus du prince Ali, qui était pourtant... qui avait eu le courage de se présenter là où Platini avait désisté. On ne parle plus de lui. Donc, il y a beaucoup de candidats. Donc, la liste est en cours ouverte. En attendant, on verra. Michel Platini qui ne s'est pas encore signalé. Simplement parce que sinon, Michel Platini devra obligatoirement passer par l'Afrique s'il veut être élu. Bon, il a commis des bourdes, il a fait de mauvaises déclarations en disant que les fédérations africaines sont pauvres, elles n'ont rien, c'est pour cela qu'ils supportent Blatter. Et là, s'il veut la FIFA, il est obligé de passer par l'Afrique. Il est obligé de passer par Issa Yatou. D'ailleurs, en image, vous voyez Zico, l'ancien international brésilien, celui que l'on surnommait le Pelé Blanc, qui a donc participé. Et surtout, on se rappelle de cette Coupe du Monde, Mamadou, de 1982, avec la grosse équipe du Brésil. Socrates, Alemão, c'était ça, Eder. Vraiment, Eder, c'était une très grande équipe. Mais une équipe brésilienne qui n'avait pas atteint la finale, parce que tout simplement, en 82, c'est l'Italie qui s'était imposée. C'est l'Italie qui s'est imposée, mais on n'oublie pas les grandes équipes. Pourquoi on n'oublie pas cette équipe du 82? Tu t'en rappelles? Tu ne te rappelles plus de l'équipe de 94 qui a gagné avec Douga, parce que c'était une équipe défensive qui était là, qui n'avait que Romario et Bebeto devant. Mais l'histoire retient l'équipe de 82 simplement parce que les gens aiment le football offensif. Et cette équipe-là, ça dégageait de l'offensif, ça dégageait de la technicité. C'était le vrai Brésil. Le grand Brésil, comme on aime à le voir, avec surtout Socrates qui, au cours de cette Coupe du Monde de 1982, avait été mais vraiment génial, avec Zico, qui est aujourd'hui candidat à la tête de la Fédération internationale de football association. Nous allons poursuivre, Mamadou, pour parler cette fois-ci de basketball. Et là, Michel, on revient à toi de parler de basketball. Oui. Michael Jordan, lui, qui donc fête les 30 ans de Air Jordan, à Paris, la star du basketball Michael Jordan a inauguré vendredi l'exposition au Palais de Tokyo à Paris qui retrace la flamboyante réussite de la basket qui porte son nom, la Air Jordan. On regarde ce reportage de Michel Zueyi et on revient juste pour en parler. La star américaine de basketball Michael Jordan s'est rendue en France vendredi pour inaugurer l'exposition et célébrer les 30 ans de sa marque Air Jordan au Palais de Tokyo, rebaptisé Palais 23 pour l'occasion. Lieu de rencontre qui retrace la brillante réussite de la basket qui porte son nom. Le célèbre joueur des Bulls, retraité, est arrivé à Paris comme une rockstar
en début d'après-midi afin de crédibiliser non seulement l'exposition événementielle interactive initiée par Nike qui lui est consacrée, mais également de se divertir durant son séjour avec ses nombreux fans. Durant 3 jours d'affilée, ils pourront réaliser leurs rêves auprès de leur idole. Les visiteurs munis d'un bracelet connecté leur permettant de recevoir leurs photos pourront tenter de derniers shoots de la star dans un panier installé au milieu d'un écran vidéo géant, recréant l'atmosphère d'une arena. Les fans auront aussi le privilège de se faire photographier avec leur modèle d'Air Jordan préféré et même s'en offrir une paire personnalisée. Hormis la participation des 30 ans de sa marque, Michael Jordan sera également l'un des invités de K54, le plus grand tournoi de streetball du monde. 2 événements qui seront rehaussés par la présence de ce dernier et seront plus exceptionnels vu la rareté de ses apparitions sur le sol français. Un événement mémorable qui restera inscrit à nouveau dans les annales de la France, car le passage de la légende des Chicago Bulls à Paris remonte de plus de 3 décennies. Voilà Michel, Michael Jordan qu'on revoit parce qu'on le connaît, il a marqué l'histoire du basketball américain et du monde d'ailleurs, qui vient donc fêter les 30 ans de la marque de sa chaussure qui porte son nom, la Air Jordan. C'est bien pour les basketteurs, Michel. Ah, bien sûr que c'est bien pour les basketteurs et surtout que Michael Jordan, ça faisait plus de 3 décennies qu'il n'était plus arrivé en France parce que son arrivée en France remonte je crois en 1982-85, donc depuis lors on ne l'avait plus jamais revu, ses fans ne l'avaient plus jamais revu et du coup ça a été une opportunité pour lui qu'on puisse célébrer ces 30 ans de la marque de sa chaussure. Ça a été une opportunité pour lui de pouvoir être au cœur même de ses fans, de pouvoir leur faire vivre leur rêve qui était de le voir en face, surtout, discuter avec lui, de faire des photos et tout ça. Je dis, ce monsieur est toujours resté modeste et donc du coup, il s'est dit, bah écoutez, Michael Jordan, je vais montrer ma face cachée, qui est celle-là d'une personne humble, qui aime, n'est-ce pas, son public, qui aime ses fans. Et ben voilà, c'est comme ça qu'il est allé en France. Il aime surtout aussi les affaires, il faut le préciser, parce que l'objectif, Mamadou, c'est aussi, bien sûr, prospérer à ses affaires. Quand je portais la Air Jordan, j'étais petite à l'époque. Alors revoir Michael Jordan aujourd'hui... même pour toi, Michel? Vraiment, ça a été un plaisir quand même pour moi de faire ce reportage. Merci Michel, merci. Nous allons poursuivre cette émission pour parler de boxe. Mamadou, c'est bien sûr là le président de la Fédération gabonaise de boxe qui a été élu à l'unanimité au poste de numéro 2 de la Confédération africaine de boxe. Il va désormais faire valoir son expertise et son savoir sur la scène africaine. En effet, l'élection du nouveau bureau de la Confédération africaine de boxe, tenue à Lomé au Togo du 20 au 22 mai dernier, a débouché sur la victoire de Clément Sosa pour le poste de premier vice-président. Il a été plébiscité par la totalité des votants. Sur 22 votants, il a été le seul vice-président à recueillir tous les suffrages exprimés. Le nouveau comité exécutif, présidé par le Togolais Kelani Bayor, compte 15 membres. Ces assises ont permis aux délégués de changer la nomenclature du comité exécutif. Le comité exécutif de la CAB a donc fait peau neuve. Mieux, plusieurs décisions importantes ont été prises avec en toile de fond l'adoption des nouveaux statuts. Désormais, le championnat qualificatif de zone devient tournoi des zones. C'est la première fois qu'un ressortissant du Gabon occupe un tel poste au sein d'une institution sportive de renommée continentale. Avec l'élection de Clément Sosa, l'on peut espérer des jours radieux pour la boxe gabonaise qui depuis quelque temps se porte mieux avec les résultats honorables de Taylor Mabika notamment. Il convient de relever que Clément Sosa avait été élu président de la zone 3 en novembre 2014 en Corée. Mamadou, très bonne nouvelle pour le Gabon et comme on était en coulisses tout à l'heure, mais également très bonne nouvelle pour l'Afrique qui va avoir un premier vice-président qui s'y connaît et qui aime bien la chose lui. Félicitations d'abord à Clément Sosa. Tout le monde sait que cet homme porte beaucoup d'amour et d'affection à la boxe. Il fait beaucoup de choses pour la progression, pour l'évolution de la boxe au Gabon depuis quelques années. Et sa nomination n'est que le résultat certainement du travail qui est en train d'abattre ici au niveau du Gabon d'abord.
savez qu'en Afrique, c'est très difficile. Les fédérations de boxe, pratiquement, font partie des fédérations dites pauvres, qui ne sont pas soutenues par les États, par les ministères. Oui. Même s'ils sont soutenus, ce n'est pas comme il le faut pour développer davantage la boxe. Et en Afrique, c'est très, très rare de voir des championnats réguliers de boxe ou bien des galas de boxe. C'est très rare de voir. Mais Mamadou, est-ce qu'on peut penser que la multitude des galas de boxe ou encore des combats de haut niveau organisés par le Gabon qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui Clément Sosa soit plébiscité au poste de premier vice-président de la Confédération africaine de boxe? Oui, ça peut faire partie des éléments qui ont déterminé son élection. Comme je l'ai dit, régulièrement, ils organisent des championnats de boxe ici au niveau du Gabon. Ils organisent aussi elle organise aussi la fédération des tournois, des galas au niveau international. Oui. Alors ça, c'est une bonne publicité. Quand on voit qu'il y a une fédération, il y a un président de fédération qui est actif à ce niveau, bon, ça fait partie des éléments qui peuvent pousser la Confédération à vous responsabiliser davantage. Et quitte maintenant, vous êtes vice-président, c'est peut-être pour être beaucoup plus proche du président, réfléchir ensemble comment on peut arriver à organiser des compétitions régulières au niveau sous-régional d'abord, ensuite au niveau régional et au niveau africain. Ensuite, peut-être, prétendre plus tard à un poste de président, pourquoi pas. Donc, je dis que cette nomination n'est que le résultat certainement du travail. Cette élection n'est que le résultat du travail qu'il est en train avec sa fédération, avec son staff, au niveau du Gabon et au niveau également de la sous-région, parce qu'il était président de la zone 3. Voilà, donc nous allons poursuivre, Mamadou, et cette fois-ci, après l'élection, on va parler bien sûr de l'élection à la tête ou encore à la première vice-présidente, présidence de la Confédération africaine de boxe, de Clément Sosa, le président de la Fédération gabonaise de boxe. Nous allons poursuivre, Michel, et là, nous allons parler bien sûr du thème de la semaine. Mamadou, le thème de la semaine, Michel, alors... Blatter partira-t-il de la FIFA, Mamadou? Parce que Blatter a ses chances, comme on dit, il a envie de revenir. Et certains journaux parlent que Blatter n'a pas, lui, envie de partir, qu'il attend de pouvoir, parce que l'élection, elle a été repoussée à décembre, peut-être encore 2016, plus tard. Donc, est-ce que Blatter pourrait, pendant ce temps, procéder à certaines réformes qui feront en sorte qu'il puisse revenir? Parce que, selon certains journaux et certains médias, eh bien, Blatter a envie de revenir après avoir démissionné. Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il va revenir. Parce que quand il fait une telle déclaration après une assemblée générale, il n'avait aucune raison de démissionner. Tout le monde le disait parce qu'il n'était pas incriminé directement. Bon, quand il prend ses responsabilités pour déclarer que je quitte la FIFA, je pense qu'il a bien réfléchi à cela. Et que peut-être que c'est ce qui parle, c'est des rumeurs. Mais je ne suis pas sûr que Blatter veut y revenir à la tête, veut continuer à la tête de la FIFA. Il en a déjà assez. Il y a déjà son bilan. Oui. Il faut d'abord répondre de son bilan et à toutes ces affaires qui tournent autour de cela. Je ne vois pas Blatter revenir sur sa déclaration pour ensuite, même s'il revient sur sa déclaration, c'est sûr que c'est déjà parti, le coup est déjà parti. Il ne pourra plus présider la FIFA. Michel, c'est votre avis? C'est mon avis. Vous savez, l'être humain n'a qu'une seule parole, ou entre autres, l'homme n'a qu'une seule parole. Je pense que Sepp Blatter, avant de poser ce acte, comme le disait tantôt Mamadou, a mûri sa réflexion, et puis il a décidé de partir. Et avec tout ce qui précède, les arrestations du personnel de la FIFA, vous savez, la justice américaine n'a pas encore lâché prise autant pour moi sur le dossier. Donc du coup, Sepp Blatter, en le faisant, en posant ce acte, l'a fait tout simplement pour éviter le pire. D'être éclaboussé surtout dans un premier temps parce que... En fait, c'était une question d'honneur. Il a un an à défendre, il a un an à préserver. La justice est arrivée à grands pas vers Blatter. Voilà, mais bien avant, il a dû quitter les choses avant qu'elle ne le quitte. Voilà. Bon, autre chose encore, c'est que Sepp Blatter, si ça ne tenait qu'à lui, il devait ramener, d'accord, ces élections Mais Michel, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un en ce moment qui soit apte à pouvoir remplacer Blatter?
Oui, En ce qui concerne, bien sûr, la carrure et surtout la notoriété, parce qu'on sait quand même que Blatter est là depuis longtemps et qu'il maîtrise les rouages de la FIFA. Est-ce que si aujourd'hui Blatter partait définitivement de la FIFA, n'aurait-il pas à gérer dans l'ombre cette même fédération aujourd'hui? Je dis, à l'heure actuelle, Sepp Blatter veut carrément tout laisser. En fait, il veut tourner la page. Parce que, de toutes les façons... Mais pour l'instant, on dit qu'il procède à des réformes, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Ce ne sont que des rumeurs. Est-ce que ces réformes, Mamadou, ça, ce ne sont que des rumeurs. Blatter ne va pas le mettre en place pour pouvoir revenir? Parce qu'il est encore le président élu, même s'il est démissionnaire. Non, je ne pense pas. Et puis, vous savez, hein, personne n'est irremplaçable dans la vie. Comme Blatter a duré à la FIFA, il y a également d'autres membres du comité exécutif qui ont fait 15 ans, 20 ans au niveau de la FIFA et puis il y a d'autres qui dirigent la fédération. Il y a aussi des sportifs qui ne sont pas à la FIFA, mais qui dirigent des fédérations et qui sont capables aujourd'hui de mener à bon port la FIFA. Donc les réformes, c'est dans la continuité. Même s'il était élu ou bien s'il n'est pas élu, il y a des réformes qui sont en cours. C'est un calendrier, je crois qu'ils sont obligés de mener ces réformes-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, Blatter ne reviendra pas maintenant par rapport à celui qui... Mais ce n'est pas une certitude quand même, maintenant, parce qu'il faut le préciser. Ce n'est pas une certitude, mais par rapport à celui qui peut venir, il peut faire campagne pour quelqu'un de son camp qui peut diriger la FIFA et qui va lui permettre d'être également tout le temps d'avoir un mot à dire ou bien d'avoir quelque chose à une décision à prendre. Une décision à prendre, même si c'est pas... En fait, si c'est quelque chose qui n'est pas visible, quoi. Forcément, dans l'ombre. Forcément, voilà, il y a forcément quelqu'un, je soutiens ce que dit Mamadou Niang, il y a forcément quelqu'un qui a suivi les traces de ce dernier. Il y a forcément quelqu'un qui est à la bonne école de la FIFA. Vous avez un comme Maradona... De Blatter, pardon, de Blatter. Vous avez un comme Maradona qui a déclaré récemment qu'il connaissait tous les systèmes de verrouillage et qu'il sait ce qui se passe à la FIFA. Même Maradona, donc c'est un sportif. En fait, c'est pour revenir à ce que disait Mamadou Niang, c'est un sportif parmi tant d'autres. Ça veut dire que Sepp Blatter n'est pas irremplaçable. Il y a forcément quelqu'un qui pourra prendre le flambeau de la FIFA. Oui, mais voilà, parce que Diego Maradona, lui, a tout simplement dit qu'il voulait être le numéro 2 du Prince Ali de Giovanni, donc être à la tête de la confédération, de la Fédération internationale de football association, ce n'est pas aujourd'hui des priorités pour Diego Maradona. Mais Michel Platini a la carrure aussi. C'est pas sérieux, vous connaissez Diego Maradona, quand même. Tout le monde connaît son histoire. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît l'histoire de Diego Maradona. Ouais, donc c'est pas celui-là qu'on va placer à la tête. Un tout petit peu, Mamadou. Mais Mamadou, il y a l'effet de surprise aussi, on ne sait jamais. Hein. Et il y a Platini aussi qui est soutenu par la droite, qui ne s'est pas encore prononcé, mais qui est boosté par la droite. Voilà, donc on en a fini, on a fait le tour et rappeler tout simplement que en ce qui concerne le football et surtout en ce qui concerne la Coupe du Gabon Interclub, le week-end dernier, pendant bien sûr qu'il y avait cette rencontre, eh bien, la formation du CF Mounana a pulvérisé AC Bongoville 7-1. Voilà, vous aurez tous les résultats de cette Coupe du Gabon au cours de notre prochaine émission. On a quasiment fait le tour. Voilà, peut-être l'occasion ici de pouvoir saluer tous nos amis ou encore nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Il s'agit de Hervé qui, lui, nous a écrit de la République démocratique du Congo. Il nous salue et il apprécie l'émission. Il insiste sur le fait que, bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas les images des autres championnats d'Afrique, comme le disait Mamadou. Il y a également à Thibaut, lui, qui nous a écrit du Cameroun, du côté de Douala. Il nous salue. Merci à toi, Thibaut. Merci également à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Yaoundé, du côté de Douala, de Konsamba, de Sangomelima et autres, toutes ces villes du Cameroun, très beau pays. Et que on rappelle que dans ces éliminatoires, Mamadou, le Cameroun s'est imposé quand même. 1-0. 1-0 face à la Face à un match difficile quand même. Vincent Boubacar à la 80e. Vincent Boubacar. Voilà, on a fait le tour, Mamadou. 7 sports, c'est terminé pour aujourd'hui, peut-être. Michel? Oui. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à lundi prochain, à la même heure. Et surtout, merci encore pour le soutien des téléspectateurs, car c'est grâce à eux que nous avançons et c'est grâce à eux que nous améliorons l'émission. Alors, donc c'est pour dire à nos amis
téléspectateurs que sans vous, nous ne sommes absolument rien. Rien. Amadou, à lundi prochain, au revoir. Merci à lundi prochain et puis à la semaine prochaine pour nos téléspectateurs. Voilà. Qui sont au rendez-vous comme nous. Toujours au rendez-vous. Merci. 7 Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, même heure, même plateau, avec le même décor, bien sûr. Au revoir.